Je pense qu'on va gentiment lancer cette soirée. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont inscrites mais qui ne sont pas présentes. Donc peut-être qu'ils viendront pour nous rejoindre. Donc c'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour ce dernier rendez-vous du cycle de conférences. Le cycle s'appelait « L'avenir du système de santé suisse à l'horizon 2030 » et c'est organisé par la Haute École de santé Valais-Wallis. Depuis le mois de décembre, nous avons eu le privilège d'explorer ensemble plusieurs dimensions clés de notre système de santé grâce aux contributions d'intervenantes et d'intervenants de grande qualité. Votre présence, votre intérêt et vos questions ont fait de ce cycle une véritable plateforme de réflexion, d'échange et de dialogue. Nous vous remercions vraiment sincèrement pour votre présence, votre participation active à ce premier cycle de conférences. Pour cette 5e et dernière conférence, nous allons aborder un thème central, l'avenir du modèle d'assurance maladie en Suisse. Dans un contexte marqué par la croissance continue des dépenses de santé, l'évolution des attentes des assurés et la nécessité de garantir l'équité et la viabilité du système, il devient essentiel de réfléchir rapidement aux adaptations nécessaires. Pour ce faire, nous avons l'honneur d'accueillir M. Matthias Schenker, expert reconnu dans le domaine des assurances maladies et accidents, ancien chef de section politique de la santé à la CSS et membre de la direction. M. Schenker est actuellement responsable du domaine des assurances maladies et accidents au sein de l'Association suisse des assurances. C'est juste ? Voilà. Très bien. Titulaire d'un master en économie internationale de l'Université de Genève, il conjugue expertise théorique et expérience pratique. Son intervention de ce soir nous offrira un éclairage précieux sur les mutations à venir du modèle assurantiel suisse et des réformes envisageables pour répondre aux défis à l'horizon 2030. Comme toujours, nous vous invitons à participer activement à la discussion qui suivra la présentation et à prolonger les discussions autour d'un apéritif auquel vous êtes vivement conviés. Cette soirée marque donc la clôture de ce premier cycle de conférences, mais nous espérons que c'est le premier d'une longue série. Un nouveau cycle est en préparation. Nous aurons le plaisir, j'espère, de vous retrouver dès l'automne prochain avec de nouveaux orateurs et oratrices. Encore un immense merci pour votre présence ce soir et votre fidélité tout au long de ce cycle. Je vous invite maintenant à accueillir M. Schenker, que je remercie une fois de plus d'avoir accepté de participer à ce cycle. Bonne conférence à toutes et tous. Merci beaucoup pour cet accueil bienveillant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous l'entendez bien, ma langue maternelle, ce n'est pas le français. Mais donc, je vais me tenir un tout petit peu à mes notes. Donc, vous me pardonnez si je regarde des fois un peu vers le bas. Mais si vous avez des questions à la fin de ma conférence, n'hésitez surtout pas à les poser et je vais volontiers y répondre. Alors, voilà, pour moi aussi, c'est un grand plaisir d'être ici ce soir pour participer à ce cycle de conférences. Je remercie tout d'abord chaleureusement les organisatrices pour l'invitation. Et voilà, comme c'était déjà dit, à vous toutes et à vous tous pour votre présence ici. Cela montre à quel point les questions de santé publique, d'assurance et de solidarité nous concernent tous. Même si nous trouvons maintenant dans une haute école, ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas une leçon technique, mais un parcours un peu à travers l'histoire, les défis et les pistes d'avenir de notre système d'assurance maladie. Un peu comme une randonnée en vallée, parfois un peu raide, mais avec des belles perspectives à chaque virage. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire un mot sur le cadre de cette conférence. Les organisatrices m'ont invité à traiter une série de questions essentielles pour l'avenir de notre système. Il s'agit de réfléchir ensemble à la manière dont nous pouvons garantir une couverture de qualité, maîtriser les coûts,
adapter notre système aux évolutions technologiques et faire face au vieillissement de la population. C'est un peu beaucoup pour 40 minutes. Mais si parfois je ne peux que gratter un peu la surface de certains sujets, n'hésitez pas, comme je vous l'avais dit, de poser les questions à la fin de mon discours ou aussi de me critiquer. Et je vais être tout transparent, et c'était déjà dit, je vais vous proposer la perspective des assureurs maladie qui ne sont pas toujours les meilleurs aimés, surtout en automne quand les primes augmentent, mais qui restent un acteur quand même important dans ce système de santé. Donc, j'aimerais bien commencer un peu en remontant l'histoire. Au dernier millénaire, ça fait longtemps, jusqu'en 1996, 96, l'assurance maladie en Suisse reposait sur la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accident. Cette loi-là, elle était adoptée par votation populaire en 1912 par le peuple, et c'était 54,4% de la population qui avait adopté cette loi-là. Et cette loi allait structurer notre système de santé pour les 80 années à venir. Donc, ce que vous voyez là, c'était une fiche avant la votation qui était mise dans la rue. La loi de 1912 instaurait une assurance maladie et accident encore largement volontaire. Elle prévoyait cependant que les cantons pouvaient rendre cette assurance maladie obligatoire, totalement ou partiellement, comme ils le souhaitaient, les caisses qui acceptaient un contrôle fédéral et qui offraient un minimum de prestations aux assurés recevaient en retour des subventions de la Confédération, et comme ça ils pouvaient subventionner les primes de leurs assurés. Mais malgré ces incitations, ça a quand même duré assez longtemps jusqu'à ce que la population était assurée. En 1940, il n'y avait que la moitié de la population qui avait une assurance, et c'est qu'en 1980, que c'était déjà presque la totalité. Donc, dans 40 ans, ça s'est beaucoup développé. En général, le système de cette époque était beaucoup fragmenté. C'était dominé par beaucoup de caisses régionales. Alors, il y avait des milliers de caisses. Aujourd'hui, on parle toujours de beaucoup de caisses maladie, mais par rapport à cette époque-là, il n'y en a pas beaucoup. C'était vraiment des caisses professionnelles ou confessionnelles même qui agissaient à cette époque-là. Après, c'est dans les années 80, face à l'augmentation des coûts. Oui, déjà à l'époque, on parlait de l'augmentation des coûts. On parlait toujours de l'augmentation des coûts. Ouais. Déjà avant, dans les années 50 et 30, c'est quelque chose qui accompagne l'assurance maladie. C'est presque inné qu'on parle de l'évolution des coûts. Donc, mais en 80, on avait l'impression qu'on était arrivé à un niveau où il fallait vraiment faire une grande réforme. Et c'est ainsi que naît la nouvelle loi sur l'assurance maladie que nous connaissons tous, la LAMAL, comme vous l'entendez toujours, adoptée par le Parlement en 1994, puis soumise au référendum populaire le 4 décembre 1994. Le peuple suisse l'avait accepté à 51,8%, donc c'était assez serré. Alors les questions de santé, souvent c'est assez serré. La réforme a été vendue par les autorités comme une garantie d'accès universel, alors pour tout le monde, à des soins de qualité, tout en promettant une maîtrise des coûts grâce à des mécanismes plus efficaces. La nouvelle loi entre finalement en vigueur en 1996. Et quels sont les principes fondamentaux de cette loi? Donc, tout d'abord, l'assurance de base, c'est, comme vous le savez bien, c'est obligatoire pour toute personne habitant en Suisse. Elle offre un catalogue uniforme de prestations. Alors, tous les assurés reçoivent les mêmes soins remboursés, quelle que soit leur situation. Je vais y revenir plus tard, il y a des nuances quand même. Les primes sont indépendantes du risque de santé, donc ça veut dire qu'elles varient seulement selon le canton, selon l'âge en 3 catégories. Alors il y a les enfants, les jeunes et les adultes. Et parfois, les adultes à partir de 25 ans, excusez-moi, et parfois selon le modèle choisi, mais pas selon le sexe ou l'état de santé.
il existe aussi une compensation des risques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre les assureurs, il y a de l'argent qui passe pour éviter que certains assureurs ne se spécialisent dans la chasse aux bons risques et pour ainsi baisser les primes. Le fameux catalogue de prestations repose sur deux mécanismes importants. Et le premier, c'est le principe de confiance. Et ça, c'est assez important à retenir. En Suisse, il n'y a pas un catalogue de prestations prédéfini. Souvent, on parle de ce fameux catalogue de prestations, mais il n'est pas nulle part écrit. Il n'y a pas quelque part un grand livre comme ça où il y a pas toutes les prestations dedans. Les médecins, et ça c'est le principe de confiance, les médecins peuvent fournir des prestations qui leur semblent adaptées pour soigner un patient. Donc, il n'y a pas de liste exhaustive de prestations fournies. Et ces prestations-là que le médecin fournit sont présumées conformes aux critères efficacité, adéquation et économicité. Le deuxième pilier, c'est les listes positives. Alors, il y a quand même certaines prestations qui sont écrites noir sur blanc, exhaustivement dans des lois ou dans des ordonnances. Comme par exemple la liste des spécialités pour les médicaments, la liste des moyens et appareils, ou encore la liste des analyses qui définissent précisément ces analyses ou toutes ces prestations remboursables. À côté de tout cela, de ce catalogue de prestations, il y a la branche des assurances complémentaires qui sont réglementées par la loi sur le contrat d'assurance. Celle-ci couvre des prestations non prises en charge par l'assurance de base, par exemple les médecines alternatives, l'hospitalisation en chambre privée ou les soins à l'étranger, etc., etc. Donc il y a tout ce qui n'est pas couvert par l'assurance de base. Ces assurances-là permettent un certain confort au choix élargi, mais elles sont facultatives et soumises à la sélection des risques. Alors les assureurs ne sont pas obligés d'assurer les personnes qui veulent avoir une assurance complémentaire. Donc malgré les promesses initiales, je le mentionnais, on disait qu'on veut maîtriser les coûts de la santé ont continué à augmenter fortement. En 1996, les dépenses de l'assurance de base s'élevaient à environ 12 milliards de francs. En 2023, on est déjà arrivé à 40 milliards de francs. Donc, c'est plus que ça a plus que triplé en moins de 30 ans. Pareil pour les primes, vous le voyez ici. Les primes, et ça c'est les primes mensuelles moyens par assuré, tout âge et tout modèle confondu. Donc c'est pour ça que ça peut être un peu bas, à 330 francs, mais c'est parce que les enfants sont aussi compris. Ils ont aussi augmenté fortement de 257%. Bon, les raisons de cette évolution sont multiples. Et vous l'avez certainement déjà entendu, la majorité d'entre eux. Une des raisons principales est le progrès médical et technologique. Les avancées sont impressionnantes, il faut le dire. Nouveaux traitements contre le cancer, après il y a les chirurgies invasives, mini-invasives même, je veux dire, diagnostic précoce par imagerie de haute précision. Ces innovations ont un prix. Un nouveau médicament contre certains cancers peut coûter jusqu'à 100 ou même plus 100 000 francs par patient et par année. Et souvent, ce n'est pas un traitement qui finit après une année. Il faut alors, si on veut le mettre un peu en relation, il faut alors les primes d'environ 25 personnes pour financer un seul traitement de cet ordre-là et pour une année. Aujourd'hui, il y a aussi les thérapies géniques qui viennent nous personnaliser et il y a de plus en plus de guérisons, mais les coûts sont quand même assez considérables. Ça, c'est le progrès. De l'autre côté, il y a aussi la demande. Les gens deviennent aussi assez gourmands. Il y a une demande croissante des soins. La société actuelle attend une qualité maximale des soins, une prise de charge rapide, des traitements de confort ou de prévention. J'ai ici un exemple. En 2000, un Suisse consultait son médecin en moyenne 3,6 fois par année. Aujourd'hui, c'est 4,5 fois par année. Donc, c'est une augmentation quand même de 25% quand on consulte un médecin.
Ça, c'est clair. Tout qui suit après, c'est pris en charge. C'est une raison qui explique aussi l'augmentation des coûts. Et après, malheureusement, il y a les structures de soins, notre système de santé, l'organisation, il est parfois inefficace ou fragmenté toujours. On a 26 cantons, on a 26 systèmes de santé. Aujourd'hui, environ un patient chronique sur 3 en Suisse est suivi par plusieurs médecins, sans coordination systématique. Ça c'est clair que ça peut entraîner des doublons, des prescriptions inutiles, voire des erreurs même de traitement. Par exemple, un patient diabétique peut consulter séparément son généraliste, un cardiologue, un ophtalmologue ou un endocrinologue, chacun sans toujours connaître précisément ce que l'autre a prescrit. Je ne veux pas dire que c'est la règle, mais ça peut arriver. Et une autre raison, et celle-là, elle est peut-être un peu plus disputée dans la science, c'est le vieillissement de la population. En 1900, l'année où la LAMAL est entrée en vigueur, l'espérance de vie moyenne en Suisse était de 79 années. Aujourd'hui, elle dépasse déjà 84 années pour les femmes et 81 ans pour les hommes. Je vais revenir un peu plus tard, un peu aussi à d'autres considérations concernant le changement démographique. Mais concentrons-nous maintenant sur les coûts. C'est clair que plus nous vivons longtemps, plus nous accumulons des maladies chroniques, souvent le diabète, les maladies cardiovasculaires par exemple, et plus de 60% des personnes de plus de 65 ans vivent avec au moins une maladie chronique nécessitant un suivi médical régulier sur plusieurs années et souvent coûteux. On entend parfois aussi dire que ce n'est pas l'âge qui coûte cher, mais les 2 dernières années dans la vie d'une personne. Et oui, c'est vrai. De nombreuses études montrent que les dépenses de santé atteignent un pic important juste dans les 2 dernières années de la vie, quel que soit l'âge. Alors si quelqu'un meurt à 40 ans, ses coûts vont aussi être les plus élevés 2 années avant son décès. Mais de l'autre côté, ça ne veut pas dire que l'âge ne peut, ou le vieillissement ne crée pas une certaine pression sur l'assurance maladie. Parce que même si cette observation des 2 dernières années est juste, ça ne change rien aux défis structurels auxquels nous faisons face. Car avec le vieillissement démographique, la part de la population qui entre dans ces 2 dernières années de vie augmente mécaniquement. Alors s'il y a beaucoup plus de personnes âgées, il y a beaucoup plus de personnes qui meurent, parce que quand on est vieux, il y a plus de chances qu'on meure. Donc il y a plus ces 2 dernières années qu'on vit. Donc autrement dit, même si ce n'est pas l'âge en soi qui coûte, l'évolution de la pyramide des âges qui fait que ces phases de vie médicalement intenses concernent toujours plus de monde et plus longtemps. Ce n'est donc pas un paradoxe, mais une réalité arithmétique et sanitaire et qu'il faut anticiper et non relativiser. Donc tous ces 4 phénomènes que vous voyez ici, combinés, expliquent pourquoi les coûts augmentent et pourquoi ils continuent d'augmenter et pourquoi peut-être ils ne vont jamais arrêter d'augmenter, sauf peut-être pour les systèmes fragmentés. Ça, c'est vraiment une question qu'on peut adresser. Mais les autres questions, le progrès médical, on le veut aussi dans le futur, c'est sûr. Le vieillissement, on va faire face, on ne peut pas le changer. Et la demande sociétale élevée, je pense, c'est aussi quelque chose qui vient avec notre, avec notre fortune, avec notre niveau de vie. Alors, que font les assureurs maladie pour maîtriser l'augmentation des coûts, tout en garantissant quand même la qualité des soins? Nous, on a plusieurs leviers pour adresser ça. Offrir une couverture de qualité et de contenir les coûts. Voici quelques-uns. Un élément clé reste le contrôle systématique des factures. C'est peut-être le plus simple et ce que nous faisons depuis toujours. Chaque année, les assureurs analysent en détail des millions de factures médicales
environ 10% de ces prestations facturées sont corrigées ou refusées après vérification. Cela peut concerner des prestations, par exemple, non justifiées, des facturations doubles ou des dépassements injustifiés des tarifs qui sont clairement définis. Grâce à ce travail souvent invisible pour les assurés, plusieurs milliards de francs par année sont économisés, et ça sans réduire vraiment les prestations médicalement nécessaires. Donc si on n'avait pas tous ces contrôles, les coûts augmenteraient encore beaucoup plus rapidement. Un autre pilier important reste ou est la promotion des modèles d'assurance alternatifs. Vous les connaissez tous aussi. On a le modèle, je dirais, traditionnel de libre choix, et les assureurs encouragent des modèles où un premier point de contact est défini. Par exemple, le médecin de famille, le réseau HMO, alors les Health Maintenance Organizations, ou encore une consultation préalable par télémédecine. Ces modèles-là permettent, c'est sûr, de mieux orienter les patients vers le bon traitement au bon moment surtout, et d'éviter des consultations des spécialistes inutiles, réduire les examens redondants, etc. En contrepartie, les assurés reçoivent une prime un peu plus bas, ce que j'ai mentionné tout au début, que là aussi il peut y avoir des différences de primes qu'on paie finalement chaque mois. Une autre piste, c'est les réseaux intégrés. Les assureurs travaillent beaucoup et de plus en plus avec des hôpitaux, des médecins, des pharmaciens, des physiothérapeutes pour développer ces réseaux de soins coordonnés. Dans ces réseaux, ce qui est plus important, c'est que les informations médicales circulent mieux qu'en dehors de ces réseaux. Les traitements sont mieux planifiés de manière globale. Par exemple, des programmes de gestion du diabète ou de l'insuffisance cardiaque. La qualité est mesurée dans ces modèles-là de manière transparente. Ça peut améliorer la prise en charge des patients et ça peut réduire les hospitalisations évitables et limiter finalement les coûts. Et c'est prouvé, ces modèles-là, ils peuvent limiter les coûts. C'est pour ça, cette raison-là, qu'on peut demander des primes plus bas pour ces modèles-là, parce qu'on peut seulement demander les primes plus bas s'il y a vraiment la preuve qu'il y a une certaine diminution des coûts dans ces modèles. Après, ce qui est aussi important pour les assureurs, c'est la prévention et la promotion de santé. Souvent on dit que les assureurs ne sont pas intéressés par la prévention et la promotion de santé parce qu'en toute manière, les gens, les assurés peuvent changer chaque année après, et donc ils n'ont pas d'intérêt d'investir là-dedans. Mais ce n'est pas vrai parce que les gens malades souvent ne changent pas de caisse, ils restent toujours chez la même caisse et donc on a très bien un intérêt que les gens ne tombent pas malades, ou s'ils sont malades, qu'ils soient bien pris en charge et pour que, alors je parle là de la prévention secondaire et tertiaire, pour que leur maladie ne leur fait pas plus de dégâts. Donc, pour vous démontrer quelques exemples peut-être un peu simples, voilà, il y a des soutiens au sevrage tabagique, il y a gestion du stress et de la santé mentale, programme de détection précoce pour les maladies chroniques. C'est juste pour citer certains, car voilà, prévenir, c'est toujours mieux que soigner. On sait tous que aussi encourager les gens à une activité physique, ça peut retarder l'apparition du diabète type 2, par exemple, de plusieurs années. Et enfin, et c'est quelque chose qu'on n'aime peut-être pas souvent voir aussi ou qu'on est souvent critiqué, les assureurs s'engagent aussi en politique pour des réformes politiques. Pourquoi on fait ça? Voilà, on aimerait bien renforcer la qualité et la sécurité des soins parce que nous aussi, on est intéressés que le système reste viable pour mieux coordonner. C'est déjà le parcours de soins, je viens de le citer avant avec les systèmes ou les modèles de coordination, pas aussi éliminer les incitations pervers qui apparaissent par endroits et augmenter finalement l'efficience dans le système. Je vais revenir aux réformes concrètes tout à l'heure.
L'objectif est clair, moins de gaspillage, plus de qualité pour garantir que la couverture de santé reste accessible et finançable et supportable pour tous. Parce que si les gens arrivent vraiment plus à financer, ils vont vite demander des solutions un peu plus extrêmes comme une caisse unique, et ça c'est la fin des assureurs maladie, on est bien conscient. Donc, en résumé, je venais de le dire, on peut agir en plusieurs niveaux. Il y a le contrôle des factures, il y a la promotion de nouveaux modèles d'assurance, meilleure coordination des soins, et investissement dans la prévention et engagement pour des réformes politiques structurantes. J'arrive à une conclusion de cette première partie. Le rôle d'assureur, l'assurance maladie en Suisse a connu une transformation majeure. D'un système volontaire et fragmenté, nous sommes passés à une assurance universelle fondée sur l'égalité et la solidarité. Mais les systèmes d'aujourd'hui, vous le savez tous, c'est sous pression. Les défis sont nombreux, je viens de les citer, ils sont financiers, ils sont démographiques, ils sont technologiques. Alors, la question n'est pas seulement qui paie, mais aussi comment mieux soigner plus efficacement et plus justement. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant ensemble dans les parties suivantes. Donc, après avoir présenté les principes et les défis, intéressons-nous maintenant aux réformes concrètes qui pourraient ce système rendre plus équitable, plus durable et surtout plus adapté aux réalités de demain. On a parlé de 2030. Et les réformes en assurance maladie durent toujours assez longtemps. On l'a vu, je vais le citer là, la première réforme que vous voyez ici, EFAS, alors le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires, ça a duré 15 ans jusqu'à ce que c'était mis en œuvre. Donc, si on parle de 2030, c'est déjà trop tard pour commencer une réforme maintenant, parce qu'elle ne va qu'entrer en vigueur en 2040. Mais cette réforme-là, elle est vraiment importante parce qu'aujourd'hui encore, parce qu'elle n'est pas encore entrée en vigueur, elle va entrer en vigueur qu'à partir des années à venir. Aujourd'hui, les soins ambulatoires, alors les soins chez le médecin, à domicile et à l'hôpital sans nuitée, sont financés exclusivement par les assurés, alors par nous tous. Tandis que les soins hospitaliers stationnaires, alors à l'hôpital, sont cofinancés à 55% par les cantons. Cette séparation a créé des incitations peu rationnelles. On privilégie parfois l'hôpital financièrement, alors qu'un traitement ambulatoire serait préférable pour la santé du patient, mais aussi pour la santé des finances publiques. En même temps, on sait qu'il y a de plus en plus des prestations qui puissent être faites dans l'ambulatoire, mais si le financement reste comme il est aujourd'hui, ça veut dire qu'en ambulatoire, c'est que le patient ou c'est que l'assuré qui paie et le canton peut faire des économies. Donc avec EFAS, les cantons participeraient aussi aux soins ambulatoires. Cela permettrait une planification plus cohérente, finalement une meilleure coordination entre les prestations et surtout une prise en charge là où ça fait du sens. Si ça fait du sens que ça soit fait en ambulatoire, ça fait en ambulatoire et pas pour des raisons financières ailleurs ou l'inverse. En bref, plus d'égalité entre les modes de soins, moins de gaspillage et davantage de qualité, un financement équilibré entre cantons et payeurs de primes. C'est une réforme qui va prendre du temps à être mise en place parce que c'est un grand changement, mais je pense que c'est une étape importante pour équilibrer un peu mieux le système. Cette réforme-là, elle toute seule ne va pas résoudre tous les problèmes, mais elle est un pilier pour arriver à un système un peu plus efficace. Une autre réforme d'envergure, vous avez certainement entendu parler, c'est la modernisation des tarifs ambulatoires, alors les tarifs des médecins. Aujourd'hui encore, la grande majorité des prestations est payée par le TARMED. Le TARMED, il est entré en vigueur en 2004, donc il y a 21 ans. Mais les données sur lesquelles le TARMED est basé, ils datent de l'ancien millénaire. Donc on avait vu avant que la médecine fait beaucoup de progrès et les choses avancent vite, mais si on a un tarif qui est tellement vieux, on peut s'imaginer que les prestations, comme ils sont payées, parfois, ce n'est pas
ce n'est pas très adapté. Donc, dans un secteur de la santé, comme l'innovation elle est très rapide, il faut vraiment créer un nouveau tarif, ce que les partenaires tarifaires ont essayé de faire depuis 10 ans ou 15 ans maintenant. Et maintenant, finalement, ils sont arrivés au bout de leur projet. Donc, il y a 2 projets qui sont en cours et qui sont en train d'être mis en place. Tout d'abord, il y a les forfaits ambulatoires pour les traitements standardisés, alors surtout les traitements dans l'hôpital ambulatoire. Et d'autre part, il y a le TARDOC, c'est la même chose un peu comme le TARMED, donc c'est un tarif à l'acte, mais il est plus précis, surtout voilà, c'est des données actuelles, et il est plus équitable. La structure TARMED sera alors remplacée le 1er janvier 2026, donc bientôt, ça ne dure plus très longtemps. Et aussi la structure des forfaits ambulatoires va entrer en vigueur cette date-là, mais ils ne sont pas finis, c'est quelque chose qui doit être adapté continuellement. Il y a maintenant un bureau qui a été mis en place qui va s'occuper que de ces tarifs-là et de l'améliorer chaque année, comme c'est fait aussi pour les tarifs en stationnaire avec la Swiss TRG AG SA, comme vous l'avez peut-être déjà entendu parler. Elle améliore chaque année, elle améliore le tarif, et la même chose devrait arriver avec le tarif ambulatoire maintenant. Et que la situation qu'on est actuelle dedans, qu'on a tout à coup un tarif totalement obsolète n'arrive plus. Donc, comme ça, on va avoir un développement en continu. Donc, ces réformes techniques-là s'inscrivent dans une évolution plus large vers une santé numérique aussi. Vous avez peut-être entendu parler d'un programme national DigiSanté lancé par la Confédération qui vise à créer des normes numériques communes et à soutenir la numérisation de tout le système de santé. Là-dedans, il y a aussi un nouveau dossier électronique du patient pour remplacer le modèle actuel qui n'a malheureusement jamais vraiment marché et qui est trop complexe et qui est trop peu utilisé par les patients, mais aussi par les prestataires de soins qui ne voient pas l'utilité finalement de mettre les données dans ce dossier électronique. Et parallèlement, il y a aussi le deuxième volet de mesures visant à maîtriser les coûts de la Confédération, alors du Conseil d'État. Ce volet-là, elle a un élément qui, je trouve, est assez important. Elle ouvre de nouvelles possibilités pour la prévention. Les assureurs, jusqu'à aujourd'hui, ils n'avaient pas le droit d'inciter, je dirais, ou d'écrire à leurs assurés d'une façon ciblée et de les inciter à la prévention parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser les données derrière. Ils n'avaient pas le droit d'utiliser les données qui étaient nécessaires pour trouver ces personnes-là et pour les cibler. Donc maintenant, on a le droit de faire ça dans le respect strict de la protection de la vie privée, naturellement, et pour informer leurs assurés de manière ciblée de mesures de prévention, comme les examens de contrôle, par exemple en cas de maladie chronique, ou de formes particulières d'assurance appropriées, comme les raisons de médecine dans la région, etc. Donc une prévention mieux et ciblée, c'est moins de souffrance finalement, moins d'hospitalisation et finalement aussi un système plus durable. Après, il y a aussi, c'est la dernière réforme là, il y a aussi des réformes proposées qui suscitent davantage de controverses, au moins chez les assureurs maladie. C'est le cas du projet du Parti socialiste qui souhaite relancer une initiative pour une caisse maladie publique unique. L'idée d'une caisse unique peut sembler assez séduisante au premier regard parce que voilà, une structure, une gestion, qu'un salaire de CEO, une solidarité renforcée, mais en y regardant un peu plus près, plusieurs risques apparaissent quand même. Une caisse unique signifierait aussi la fin du libre choix des assurés. C'est un monopole étatique, moins de diversité, moins d'innovation, plus de bureaucratie, et aucune garantie réelle de baisse des coûts. Les tendances, on connaît toutes les tendances de monopoles. Les monopoles
pourquoi un monopole, si je suis un monopole, pourquoi je propose des produits innovants ou un service de qualité à mes clients s'ils ne peuvent pas changer et sont condamnés finalement à rester chez moi. Tous ces modèles que je viens de citer avant, les modèles de coordination, etc., c'est un fruit finalement de la concurrence entre les assureurs maladie. Je voudrais approfondir l'une de ces orientations encore un peu plus, c'est le troisième point ici, donc la digitalisation. Quel est l'impact finalement de la digitalisation sur les assurances maladie et le système de santé? Aujourd'hui, nous vivons tous une transformation numérique assez profonde. Vous le voyez peut-être aussi avec mes images. Là, l'AI a fait beaucoup de progrès. Ça, c'est pas AI, mais avant, j'avais fait des images AI là, que j'ai introduites. C'est assez hallucinant comment ça avance vite. Et toutes ces technologies vont aussi s'intégrer dans l'assurance maladie. Ça représente une opportunité, mais aussi un défi complexe. Aujourd'hui, les données médicales sont encore assez dispersées, parfois sur papier encore, même de ces jours-là, parfois dans des systèmes informatiques incompatibles. Ça, c'est aussi un grand obstacle à la collaboration. Cela entraîne des doublons, je viens déjà de le dire, des pertes d'informations cruciales et parfois des erreurs de traitement. Le programme DigiSanté que je venais déjà de citer vise à harmoniser cette jungle numérique. Ici, c'est assez facile, il s'agit juste de créer des standards communs, de connecter les différents acteurs. Ce n'est pas de créer quelque chose de nouveau, mais de créer quelque chose pour que les différents acteurs puissent se connecter et finalement que les données puissent circuler entre eux, sécurisées et efficaces. C'est un chantier énorme. On connaît notre système de santé avec tous ces acteurs qui sont dedans, mais c'est assez essentiel et j'espère bien que ce projet-là va être couronné de succès. Et je l'ai déjà dit aussi, parce que l'élément central pour vraiment bien travailler ensemble, pour avoir aussi un patient informé, c'est le nouveau dossier électronique du patient. Il doit être beaucoup plus simple que celui qu'on a aujourd'hui. Il doit être sécurisé, c'est sûr, ça c'est toujours le cas, et utile pour le patient et pour les professionnels. Parce que si un des deux ne voit pas la raison derrière, ça ne peut pas marcher. Alors, le nouveau dossier électronique permettra à chacun d'accéder à ces données médicales et de les partager avec les soignants concernés, et d'éviter des examens ou des traitements redondants. Parce que si on ne l'utilise pas, si on a toutes ces données mais on ne les utilise pas, c'est comme on peut le dire peut-être, la donnée qu'on ne le voit pas, c'est comme une lampe éteinte dans une grotte. Alors on les a mais on ne l'utilise pas et on se perd quelque part dans le noir. Les assureurs maladie aussi peuvent jouer un rôle actif dans cette révolution de digitalisation. Elles gèrent d'énormes volumes de données. Et si ces données sont utilisées de manière éthique et encadrée, elles peuvent aider à repenser la relation entre assureurs et assurés, en rendant les services qu'on fournit plus simples, plus rapides ou plus personnalisés. Je vais vous donner quelques exemples. Il existe déjà aujourd'hui certaines plateformes de santé numérique qui s'appellent par exemple Compassana ou Vel, certains assureurs les offrent. Et ces plateformes offrent un accès interactif au système de santé à toutes les personnes domiciliées en Suisse et qui sont ouverts à l'ensemble des actes. Ils sont ouverts, ces plateformes, à tous les prestataires de soins et aussi à tous les autres acteurs, fournisseurs de prestations, assurances et pharmacies. Et grâce aux appareils mobiles, les patients et patientes atteints de maladies chroniques peuvent, grâce à ces plateformes-là, surveiller leur maladie et être en contact à tout moment avec les spécialistes. Là, on est vraiment encore au début de toutes ces plateformes-là
Mais c'est quelque chose qui doit se développer lentement, je pense, qui ne peut pas être introduit d'en haut vers le bas parce que ça ne marcherait pas. C'est pour ça qu'il faut donner le temps aussi au développement de ces plateformes-là. Un autre exemple est le traitement automatisé des factures. Ça, c'est encore notre devoir essentiel des assureurs maladie. Si on a l'intelligence artificielle, elle peut vérifier automatiquement les factures médicales plus rapidement. Là, il permet par exemple d'identifier des anomalies ou des incohérences, voire de rembourser en quelques secondes après aussi les factures sans intervention humaine. Cela améliore la réactivité, mais réduit les erreurs et diminue les frais administratifs. Aujourd'hui, nous connaissons aussi des conseils de santé numérique en temps réel. Certaines assurances proposent déjà des services de téléconsultation médicale intégrés disponibles 24 heures sur 24. D'autres développent des coachs de santé numérique qui accompagnent les assurés dans leurs objectifs. Alors, par exemple, arrêter de fumer, améliorer son activité physique ou la nutrition, la gestion du stress, etc. Ces outils combinent données personnelles, intelligence artificielle et surtout aussi un soutien comportemental. Avec la digitalisation, une meilleure gestion des maladies chroniques devient possible. Encore une fois, c'est les données, grâce aux données qu'on peut collecter et utiliser, toujours avec le consentement des assurés, et qui peuvent amener les patients à être suivis, à bénéficier d'un suivi spécifique, des rappels de contrôle, voire un accompagnement par des infirmiers à distance. Cela permet d'agir avant les complications. S'il n'y a pas de moins en moins, par exemple, de médecins de famille, ou si vous habitez dans une région où il y a peu de médecins, ça peut aussi permettre d'agir avant qu'il y ait des complications pour le bien du patient et pour la maîtrise des coûts. Donc, la digitalisation ouvre la voie à une assurance plus proactive, plus accessible et plus proche des besoins réels des assurés. Mais cela ne signifie pas de remplacer l'humain, loin de là. Mais je pense que utiliser la digitalisation, l'intelligence artificielle peut même libérer le temps des soignants, peut libérer le temps des médecins pour mieux accompagner finalement, là où c'est vraiment nécessaire, les patients. Comme on le dit souvent dans le secteur, ce n'est pas la technologie qui soigne, mais bien son usage intelligent au service des gens. Donc, cela dit, la protection des données reste finalement une priorité absolue. On ne peut pas assez souvent le répéter, parce que ces données sont particulièrement sensibles. Il faut alors les traiter avec le plus grand respect, alors un accès sécurisé, de la transparence sur l'usage, le consentement éclairé. Et ce qui est le plus important, il faut avoir la confiance. S'il n'y a pas la confiance entre l'assuré et le système de santé, je dirais, ça ne peut pas marcher. On a vu ça au Danemark. En Danemark, le système est beaucoup plus digitalisé que chez nous. Et les études montrent que les gens ils ont beaucoup plus de confiance dans le système de santé que chez nous. Alors on pense que c'est une des raisons pourquoi ça marche mieux dans ces pays-là. Parce que si on a peur qu'avec nos données se passe quelque chose qu'on ne veut pas, on n'est pas prêt à les donner. Et c'est clair que c'est là où la digitalisation ne va pas pouvoir avoir du succès. Alors, j'arrive là au dernier point de mon exposé, déjà le vieillissement de la population. J'ai déjà parlé un peu plus avant, et son impact sur le financement des assurances maladie. On est heureux, hein. Vieillir, c'est une chance. J'ai déjà mentionné, en Suisse, maintenant l'espérance de vie atteint des sommets. On est à 84 ans pour les femmes, 80 ans pour les hommes. Mais le problème, c'est un peu ce qu'on voit ici sur ce graphique-là. Aujourd'hui, il y a encore 100 ans ou plus, il y en avait vraiment une pyramide.
Après, ça s'est développé un peu, quelque part, après sont apparus les baby boomers, là, c'est ce petit bout là en bas. Et aujourd'hui, on est dans une situation où ça ressemble plus du tout à une pyramide, mais plutôt à un arbre ou un visage ou quelque chose comme ça. Et c'est ça le problème. Donc on a de plus en plus de personnes qui vont arriver dans l'âge de la retraite, dans l'âge où les maladies coûteuses apparaissent. Je venais de le mentionner avant. Alors, actuellement, les plus de 65 ans représentent moins de 20% de la population, mais consomment près de 50% des dépenses de santé. Et en 2050, un quart de la population aura plus de 65 ans. Donc on voit, si cette évolution continue, forcément les coûts vont augmenter. Les assurances maladies se retrouvent donc confrontées un peu à un déséquilibre structurel. Il y a de plus en plus de gens qui bénéficient des prestations qu'il faut payer. Et il y a de moins en moins de gens, je dirais, de bonne santé qui paient les primes. Mais ce défi n'est pas uniquement économique, il est aussi organisationnel et humain. Il y aura aussi moins de soignants, s'il y a moins de personnes qui sont actives. Donc tout ça, ça appelle à une réponse collective à plusieurs niveaux. Donc d'abord, il faut investir davantage dans la prévention, je l'ai déjà mentionné, dès l'âge actif et pas seulement une fois que les gens sont arrivés dans un âge où ils sont déjà malades. Ensuite, il faut renforcer les soins à domicile. Donc les soins à domicile sont moins chers, et bien ils sont aussi beaucoup plus agréable pour les gens qui peuvent rester dans leur environnement familier. Et il est crucial, dès le début, de mieux intégrer les soins gériatriques, en coordonner médecins, infirmiers, physiothérapeutes, psychologues et proches aidants. On améliore ainsi la qualité tout en évitant les hospitalisations évitables. Nous, comme assureurs maladie, on peut jouer un rôle important de moteur ici. On peut soutenir les proches aidants en proposant des programmes adaptés aux seniors, par exemple, en collaborant avec les cantons et pour anticiper aussi les besoins régionaux. Et surtout en utilisant leurs données de manière ciblée pour détecter, ce que je venais de mentionner avant, précocement les signes de fragilité et d'agir avant qu'il ne soit trop tard et avant qu'ils doivent retourner à l'hôpital. Parce qu'on le sait très bien, de plus vieux qu'on devient, plus risqué c'est, si on doit aller à l'hôpital, de ne plus s'en sortir. Si nous voulons que nos enfants vieillissent aussi bien que nous, il faut dès aujourd'hui commencer à adapter notre assurance maladie aux réalités de demain. J'arrive ainsi à la fin de mon exposé avec 4 réflexions assez simples, ou conclusions. Donc, notre système d'assurance maladie est solide, mais c'est sûr qu'il doit évoluer pour rester équitable. Et c'est important de le dire, il est vraiment solide. Comparé au système de santé à l'étranger, je crois qu'on a toujours un avantage, on a toujours encore on est toujours un peu un pas devant, mais pour garder ce pas devant, il faut que nous bougeons, il faut que nous nous adaptons. Deuxième point, c'est la technologie. Les réformes et la prévention sont nos meilleurs alliés, à condition que d'être bien utilisés. Le troisième point, le vieillissement, ce n'est pas un problème. C'est un fait, c'est une réalité, mais il faut l'anticiper avec intelligence, il faut trouver les solutions dès aujourd'hui. Et enfin, nous avons tous et toutes un rôle à jouer, nous comme assureurs maladie, tous les autres acteurs de la santé, mais aussi nous tous comme citoyens et citoyennes. Il faut agir avec responsabilité et avec aussi retenue, et soit comme patient, soit aussi comme décideur. Donc, j'arrive à la fin. Je vous remercie de votre attention et je me tiens volontiers à votre disposition pour des questions. Et après tout, voilà, le débat, c'est aussi important pour la santé mentale. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Saccard, pour cette présentation très intéressante. Moi, je ouvre du coup l'espace aux questions. Est-ce que de la part du public, il y a des questions à poser ? Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre
présentation qui était très claire, mais vous avez beaucoup évoqué l'effet de système de réseau de santé, les soins intégrés. Et puis on sait que depuis 2023, le réseau de l'ARC lémanique, avec le système par capitation qui est mis en place, le modèle de financement par capitation, est-ce qu'aujourd'hui, une année et demie après cette implémentation, vous arrivez, ou les assurances arrivent à me dire est-ce que c'est le bon modèle, ou alors est-ce que le modèle actuel, comme les FAS et les TARDOC, qui est toujours en place, ça sera le modèle qui va persister? C'est une bonne question. Je pense qu'il ne va pas avoir un seul système qui peut être utilisé dans le futur. Il faut avoir plusieurs systèmes qui sont adaptés pour le cas précis. Donc, dans un système vraiment intégré, où on travaille vraiment très bien ensemble, et tout le monde travaille ensemble, je pense que capitation, ou voilà, les forfaits par tête, c'est une bonne chose. Ça peut être une bonne chose. Par contre, si les gens, il y a toujours beaucoup de gens qui veulent avoir la liberté de choisir leur médecin et qui ne veulent pas s'intégrer dans un système comme ça, il faut avoir d'autres tarifs comme le TARDOC maintenant, mais que ce tarif soit actuel, qui n'incite pas à la surconsommation du côté des médecins, plutôt pas des patients. Et il faut peut-être aussi des forfaits un peu plus généraux, voilà, pour des interventions qui sont assez répétitives, qui puissent être faits presque à la chaîne. Là, il ne faut plus avoir des tarifs à l'acte. Là, on peut très bien avoir des forfaits pour un traitement, pour une diagnose, comme on le connaît aussi un peu dans le stationnaire. Mais je pense, c'est sûr, si on arrive à développer les soins intégrés, il faut aussi développer ces tarifs qui vont avec. Donc je pense qu'on va arriver de plus en plus à ces tarifs-là par tête, voilà, ces capitations. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Donc, ma question est un peu dans le même sens. Parce qu'en effet, si on observe aujourd'hui, et je prends un exemple, par exemple, le nombre de prothèses de genoux qu'on pose, on est un peu les champions du monde en Suisse. Là, on parle de ce TARDOC, donc c'est une prestation, quand même, un financement par acte. Donc, est-ce que c'est vraiment le beau modèle, en fait? Est-ce qu'on ne va pas un peu contre un mur si, en fait, le seul gatekeeper, quelque part, ça reste quand même du côté du médecin, on va dire ça comme ça, et en plus, cet financement, ce paiement par acte. Ouais. J'ai entendu, il y a une part de la solution, mais voilà, je questionne un petit peu cette partie-là. Absolument d'accord avec vous. Le paiement par l'acte, en fait, il devrait, je parle, si je ose dire, dans 10 ans, 20 ans, il devrait peut-être exister seulement pour vraiment la médecine ambulatoire du médecin de famille. Parce que là, c'est difficile de faire un forfait. Si quelqu'un arrive au cabinet avec des symptômes totalement pas clairs, on ne peut pas payer ça avec un forfait. Ça ne va jamais être assez ou ça va être c'est trop difficile. Mais plus précis l'intervention devient, plus elle peut être couverte par un forfait. Donc, exactement ça qu'on essaie maintenant de faire avec ce système dual qui entre en vigueur en 2026, d'avoir un tarif à l'acte et de l'autre côté d'avoir un tarif qui est payé par forfait. Et le but est de réduire le tarif à l'acte sur le temps. Alors, comme j'ai dit, chaque année, il va y avoir une nouvelle version. Et d'augmenter les forfaits. Donc, un jour, les forfaits devraient être beaucoup plus importants que peut-être les tarifs à l'acte, parce que vous avez raison, les tarifs à l'acte incitent à la surmédicalisation. Pas la surconsommation, mais la surmédicalisation. Voilà. Oui, petite question concernant les caisses uniques, en fait. Dans notre canton, on va probablement devoir décider de ça prochainement. Il y a un projet qui est en cours au niveau du Parlement
Et puis, je voulais voir si justement vous, de votre côté, l'association Suisse Assurance, avez réfléchi en fait à comment identifier quelles sont les problématiques plus concrètes liées au fait qu'il y ait l'implémentation d'une caisse unique ou pas, et puis qu'est-ce que vous pouvez mettre à disposition de la politique. Oui, je pense on a un peu tendance en Suisse de parler, surtout quand on fait des initiatives populaires, d'adresser des symptômes des problèmes. Les symptômes des problèmes qu'on a aujourd'hui dans le système de santé, c'est les primes qui augmentent, parce que les coûts augmentent, donc les primes augmentent. Donc soit on essaie de réduire les primes par la réduction de primes, on avait eu une votation l'année dernière là-dessus, ou par changer le système d'assurance maladie. Mais le système d'assurance maladie, finalement, ce n'est pas ce qui génère le plus de coûts. Bien sûr, on a aussi des coûts administratifs. On peut devenir plus efficace aussi. On peut peut-être aussi payer un peu moins de salaires au CEO, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est que 5% finalement des dépenses dans le système de santé. Tout le progrès médical, tous ces problèmes-là que je venais de mentionner ne sont pas adressés par une caisse maladie unique. Donc, mais si on veut faire le pas, arriver à une caisse maladie unique, ça va bloquer le système pendant des années, parce que c'est des vieilles structures maintenant, des caisses maladie. L'organisation, elle est assez, complexe, et pour tout mettre sur des nouveaux pieds, des nouvelles organisations, ça va prendre des années. Et toutes les autres réformes qu'on devrait mettre en œuvre pour justement adresser les autres, les 95% des coûts, ils vont traîner derrière quelque part parce qu'on n'aura pas le temps de les adresser. Donc, ou si on les adresse en même temps, ça va créer un grand, excusez-moi le mot, le bordel, et plus personne serait où on est. Donc, je pense il faut arrêter un peu d'adresser les symptômes, mais voilà, de vraiment agir sur les racines des problèmes, comme j'ai mentionné. Investir plus dans la prévention. On n'investit pas si dans la prévention. Ce n'est pas la prévention qui va résoudre tous les problèmes, parce que tôt ou tard, tout le monde va mourir, c'est sûr, mais il y a des maladies qui puissent être évitées, et ça pour très longtemps. Et donc, il y a des coûts qui puissent être évités. Et là, on pourrait encore faire vraiment plus, aussi nous comme assurance maladie, mais aussi sur le niveau politique. J'espère que ça vous répond un peu à votre question. Je peux poser la question comme ça. Oui. Vous parlez du TARDOC et des prestations. Est-ce qu'il y a des prestations de prévention qui sont incluses dans le TARDOC ou dans le forfait? Ou bien pas encore? Ça, c'est assez particulier. Hein. Dans la LAMAL, les prestations préventives sont tous... Ça, ils ne rentrent pas dans le système de la confiance, là, les prestations par confiance, que j'ai mentionné tout au début. Parce qu'ils sont tous énumérés dans la loi, donc ils sont assez restreints, hein, il n'y en a pas tellement. Et donc, ils sont... Bien sûr, si on donne un vaccin ou quelque chose comme ça, c'est rémunéré, et ça, c'est quelque part après réglé aussi dans un tarif. Mais on ne peut pas ajouter n'importe quelle d'autres mesures préventives parce que, voilà, ils ne sont pas vraiment inclus dans le catalogue des prestations. Et ça, c'est peut-être un peu dommage. Je pense que là, on pourrait faire plus. Bien sûr, il faut toujours aussi les mesures de prévention, on peut exagérer, hein. Il y a aussi des choses qui puissent être, ça rentre dans la responsabilité individuelle que chacun paie pour soi. Il y a toujours, par exemple, l'idée, des fois, de payer la prévention sexuelle, les préservatifs et des choses comme ça, par l'assurance maladie. Là, je pense... Ça, c'est vraiment la responsabilité individuelle de chacun de faire des choses comme ça. Ce n'est pas l'assurance maladie qui doit s'occuper des choses comme ça. Mais il y a d'autres prestations qui font tout à fait sens. Il faut toujours avoir une preuve que ça a aussi un effet, je dis, d'efficience et voilà, que c'est adapté, etc.
Je reviens juste sur ce qu'on a discuté avant. Pour ajouter en plus, là, il y a quelque chose qu'on est en train de discuter pour un plafonnement à 10% de l'assurance maladie, notamment en Valais. Pour bien comprendre la chose, si cette initiative doit voir le jour et être validée par la population, ça veut dire que l'État s'engage à prendre en charge le reste. Exactement. Ça veut dire que l'État, voilà, c'est finalement les payeurs de primes qui doivent payer plus parce que les réductions de primes sont financées par les impôts. Et donc, c'est les payeurs d'impôts qui doivent financer plus et les payeurs de primes vont financer un peu moins. C'est une question politique finalement, hein, où on veut mettre la limite, etc. Je pense que c'est un discours qu'on peut tenir et que c'est tout à fait raisonnable d'en discuter. Mais si on met le niveau peut-être un peu trop bas, on peut aussi un peu déresponsabiliser les gens. Si on ne paie presque plus rien, j'exagère maintenant, hein, mais si on ne paie presque plus rien pour sa santé, on réfléchit peut-être pas un peu moins à combien ça coûte quand je fais ci ou cela. Voilà. On a tout à l'heure parlé de ces incitations, hein, peut-être de faire des prestations. Je pense avec vos bases de données, à quelque part, vous voyez très bien dans quelle région, dans quel hôpital, ou chez quel chirurgien par exemple, il y a peut-être un peu une surmédicalisation. Est-ce que c'était déjà envisagé, ou ça se pratique déjà, de sortes de sanctions, etc., quand on peut observer ce genre de choses? Oui, je crois. Surmédicalisation, c'est difficile, parce que, comme assurance maladie, on ne voit pas si une prestation est faite de sens ou pas, surtout dans l'ambulatoire, parce qu'on n'a pas les diagnostics, on n'a pas les données. Donc, si on n'a pas le diagnostic, on ne peut pas dire si les prestations font du sens ou pas. C'est aussi des fois, on est un peu limité pour contrôler les factures. S'il y a vraiment des anomalies, on peut un peu comparer les prestataires entre eux. Si un prestataire a beaucoup plus de prestations qu'un autre, on peut aller... Après, on peut demander des dossiers, etc., mais c'est toujours sur demande. Mais on n'a pas la possibilité de vraiment détecter la surmédicalisation d'une façon très standardisée, je dirais. Mais ce qui est peut-être presque plus important, c'est aussi la discussion qui est en train de... en cours, ou qui est connaissez, je ne l'ai pas mentionné ici, mais c'est aussi important, c'est la transparence et la qualité. La loi a été adoptée aussi d'avoir plus de transparence, de qualité chez les prestataires de soins. Donc les assureurs doivent faire des contrats avec les fournisseurs de prestations, comment ils mesurent la qualité, comment ils vont la communiquer. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps aussi, c'est lent parce qu'il faut négocier tous ces contrats-là. Mais j'espère que ça va créer aussi un peu plus de transparence et ça agit plus sur la qualité des prestations que sur la surmédicalisation. Mais une surmédicalisation, normalement, elle a plutôt des conséquences négatives sur la qualité. Donc, on devrait le voir là aussi, avec tôt ou tard, avec ces données sur la qualité. Et après, si la qualité est transparente, les assurés peuvent aussi mieux s'orienter dans le système. Aujourd'hui, on ne sait pas si le médecin X ou le médecin Y est meilleur, ou si l'hôpital ici ou là est meilleur. On entend juste peut-être quelqu'un qu'on connaît qui dit « Ah oui, j'ai fait des bonnes expériences » ou « Non, on n'y va pas ». Mais on n'a pas vraiment de critères fermes, ou je dis, voilà, de qualité. Bonsoir, merci pour la présentation. Moi, j'ai plusieurs points en fait de mon expérience, de ce que j'ai vu surtout dans le système de santé actuel avec les difficultés. C'était est-ce qu'il y avait une solution ou une réflexion sur la consultation et le remboursement vers l'accident et la maladie. Moi, ce que je revois souvent aussi chez les personnes qui consultent, c'est que souvent ils essaient de passer en accident ou ils ne savent pas trop, par exemple dans les faux mouvements pour les l'hémorragie, ou pour moi, ça serait un accident de travail, par exemple, et ce n'est pas remboursé, ça passe par la maladie. Ça, c'est un point que je vois souvent que les gens, ils ne comprennent pas ou ils essaient de
changer parfois l'histoire de ce qui s'est passé. L'autre, c'est aussi la franchise aussi, le fait qu'on ait une franchise à 2500, une franchise basse, les gens ils ont tendance à attendre et consulter à la dernière minute, souvent quand c'est déjà ou trop tard ou augmenter aussi les coûts de la prise en charge ou même une hospitalisation qui aurait pu être évitée. Et après l'autre point, c'était aussi la prévention. J'ai entendu parler que les assurances sont préoccupées avec la prévention. Moi, je me demande vraiment, est-ce que c'est les assurances, est-ce que c'est les assurances qui devraient être responsables d'organiser une prévention dans un pays, et ça ne peut pas être l'État. Plutôt, moi, c'est ça la responsabilité. Vous avez aussi dit que finalement, les assureurs qui sont malades, normalement, ils ne changent pas d'assurance. Moi, j'ai envie de dire que souvent, c'est aussi bien pour les assurances que les assureurs soient en bonne santé pour payer longtemps et avec moins de coûts. Et moi, je pense qu'il faudrait peut-être centrer la prévention sur un débat plutôt humain, en se disant que c'est bien que les gens soient en bonne santé que voir le côté financier. Voilà, c'est ces 3 points que je vois actuellement. Merci. Oui, merci. J'essaie d'y répondre. Peut-être d'abord votre question par rapport au accident, ou la différenciation entre accident et maladie, et qu'on ne comprend pas toujours pourquoi ce n'est pas un accident et pourquoi l'assurance maladie après ne paie pas. Oui, c'est vrai, il y a l'assurance accident, elle est assez, comment dire, stricte d'une certaine manière par rapport aux critères, qu'est-ce qui est un accident, qu'est-ce qui n'est pas un accident. Dès qu'il y a une certaine dégénération avec l'âge, et après on fait un faux mouvement, on se casse quelque chose, ça c'est peut-être pas considéré comme un accident parce qu'il y a déjà eu la dégénération, et donc du coup ce n'est pas payé par l'assurance accident. Normalement, si vous allez après chez le médecin, tout ce qui est médical, c'est pris en charge par l'assurance maladie. Ce qui n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, c'est une rente ou quelque chose comme ça. Donc on n'a pas les prestations pour remplacer votre revenu et des choses comme ça. C'est vraiment que les prestations médicales qui sont remboursées par l'assurance maladie. Si vous êtes vraiment, si vous êtes plus capable de travailler, voilà, finalement, peut-être il y a l'assurance Krankentagel, indemnité journalière qui va finalement payer là quelque chose, et après, si vous n'avez vraiment pas de chance, c'est l'AI, plus tôt ou tard, qui va payer. Mais il y a toujours cette différenciation-là entre accident et maladie. C'est les systèmes qui ont grandi comme ça. On peut se demander si c'est le plus, si ça fait de sens toujours que c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est la loi qui le dit, c'est la loi qui le définit comme ça. Voilà, je ne peux pas vous donner vraiment une question peut-être satisfaisante là-dessus. Après, la deuxième question, c'était la franchise. Que les gens augmentent la franchise pour finalement payer moins cher. Et après, ils ont peur d'aller se soigner parce que ça fait des charges. Oui, ça peut être un problème, absolument, je vois ça. C'est vraiment là où devrait intervenir l'État avec les réductions de primes. J'ai souvent l'impression un peu que les cantons, je ne fais pas un reproche à tous les cantons, pas du tout. Il y a certains cantons qui le font mieux que d'autres, mais que certains cantons, ils donnent à beaucoup de monde un peu, au lieu à ceux qui ont vraiment besoin beaucoup. Et je crois que c'est vraiment là que devrait intervenir l'État plus précisément. Et voilà, on devrait peut-être se demander si 10%, est-ce que c'est vraiment le bon niveau ou est-ce que ça peut être un peu plus haut, mais d'intervenir après là vraiment où les gens ont vraiment des soucis d'argent. Normalement, pour les gens qui sont très dépendants, l'assurance de base est prise en charge. Mais bon, ça, c'est vraiment les gens qui sont dépendants vraiment de l'aide sociale, par exemple, et des choses comme ça. Ou des gens qui ont les prestations complémentaires. À l'AVS, aussi,
toute la prime est prise en charge. Mais il reste toujours des personnes, oui, où c'est un peu difficile. Et là, l'État devrait intervenir, c'est vrai. La franchise n'est pas une solution pour tout, mais elle peut inciter les gens qui ont un revenu normal ou qui ont décent, qui peuvent, pour eux, c'est une bonne manière peut-être de réfléchir par-ci, par-là, est-ce que j'y vais vraiment chez le docteur ou je vais me soigner moi-même peut-être d'abord, etc. Après la prévention, est-ce que ça devrait être la responsabilité des assureurs? Je ne dis pas que ça doit être la responsabilité des assureurs uniquement, mais pourquoi pas utiliser les moyens qu'on a et les mettre en œuvre. Donc, si nous, on voit dans nos factures, parce qu'on peut identifier, selon les factures qu'on paye, on peut identifier, par exemple, si quelqu'un a le diabète, et si on voit que cette personne-là, elle n'a pas visité un podologue depuis longtemps, c'est très important, quand on a le diabète, de temps en temps, se faire consulter par un podologue, de lui écrire et de dire on vous conseille peut-être de retourner chez le podologue. Je crois que ça nuit à personne. Mais c'est sûr que ce n'est pas nous qui sont après responsables pour la prévention. Je suis absolument d'accord avec vous. Je crois premièrement c'est les prestataires de soins, les médecins et les hôpitaux, etc., qui doivent garder cette responsabilité-là. C'est l'État pour les grandes campagnes, même si je ne vois pas toujours l'utilité, mais ça c'est un peu mon avis personnel. Et après, c'est peut-être d'une moindre manière les assureurs, mais juste pour utiliser ce qu'on a déjà. Donc, ce serait dommage de ne pas pouvoir. Un autre exemple, ça n'a rien à voir avec la prévention, mais jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas dire aux gens, les personnes qui prennent des médicaments, s'ils prennent un médicament original, ça peut être beaucoup plus cher qu'un médicament générique. On n'avait pas le droit d'écrire à cette personne-là et de dire il y a un générique qui existe, parce qu'on n'avait pas le droit d'identifier cette personne-là dans les données. Maintenant, avec cette nouvelle loi-là qui entre en vigueur, on pourrait faire ça. Et là, il y a des études qui montrent que ça peut baisser beaucoup les coûts sans aucune conséquence sur la qualité du traitement. Donc, les choses comme ça, serait dommage de les laisser passer à côté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part du public? Moi, je vous remercie à nouveau pour toutes ces réponses. Merci beaucoup pour votre intervention. Et puis, je vous invite tout le monde à profiter de l'apéro qui est juste ici dehors. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.